Bonjour, alors comme promis, aujourd'hui j'aimerais vous présenter le livre de Sébastien Carletti et de Jean-Marc Lainé, qui est Nos années Strange. Je prononce Strange et non pas Strange, puisque je ne sais pas pour vous, mais en France je doute que quiconque ait prononcé le titre de ce recueil de comics, qui était mensuel si je me rappelle bien, qu'il n'aura jamais prononcé Strange. Je pense que tout le monde l'a prononcé Strange, comme je disais Speeday, non pas, je sais pas comment on en prononce, Spidey. D'ailleurs, dans ma prime jeunesse, je disais plus volontiers, comment on disait déjà, Iron Man plutôt que Iron Man, Iron Fist. Des trucs comme ça, quand les noms des super-héros avaient été laissés à l'anglaise, je risquais pas de savoir comment ça se prononçait à l'anglaise, puisque en dessous de 10 ans, je ne savais pas comment ça se prononçait, tout simplement. Donc voilà, c'est Nos années Strange de 70 et 96, avec en plus une préface d'Alexandre Astier, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui vivent sur une autre planète. Alexandre Astier, c'est Kaamelott. Alexandre Astier, c'est le scénariste des 2 derniers films d'animation d'Astérix, voilà. Et donc, ce bouquin, j'imagine, va nous proposer de revenir sur les publications des éditions Lug, puisque en fait, c'est une maison d'édition lyonnaise qui a publié des années 70 jusqu'à 96 des comics, d'abord du Marvel. Et quand les droits sont passés chez un concurrent italien qui est Semic, italien, je sais plus. Il me semble que Semic est italien, mais en tout cas donc Marvel est passé ailleurs et donc ils ont été obligés de passer sur autre chose. On va le voir. Mais comme d'habitude, Sébastien va nous proposer l'ensemble de l'histoire de ces comics, avec tout ce qu'il y a autour, donc les produits dérivés, les séries télévisées, les films, etc. Et là, je vois avec plaisir d'ailleurs qu'il y a une couverture de Télé Junior dans lesquelles nos super-héros sont parus de temps en temps, mais toujours en rapport avec les dessins animés qui passaient à la télé, et malheureusement avec un générique de Noam. Il y avait les 4 Fantastiques par exemple, mais sur TF1 également on avait eu l'homme araignée. À l'époque on disait pas Spider-Man, on disait on disait l'homme araignée. Et donc il y a eu la série télévisée de Hulk, effectivement. Il y a eu tellement de choses, donc voilà ce que nous propose déjà cette couverture. C'est chez Flammarion cette fois-ci. Et on voit donc sur la dernière de couverture, donc une couverture que j'adore, d'un de mes numéros préférés de Spécial Strange, et c'est en rapport avec l'actualité cinématographique actuellement, qui est donc le Phénix Noir, Dark Phoenix pour ceux qui voudraient le dire à l'anglaise. Et là on a une figurine Mego de Hulk. Les figurines Mego me faisaient franchement envie quand j'avais 8-9 ans, et il y avait pléthore de personnages. Je ne me rappelle pas avoir vu Thor, mais en tout cas la femme invisible qui était tout à fait visible, oui. Spider-Man on voyait partout. Captain America, je ne me rappelle pas l'avoir vu. Il me semble que donc il y avait de toute façon non seulement des figurines de Mego comme ça de super-héros Marvel, mais aussi de super-héros DC, puisque je sais que j'ai eu entre les mains du Batman par exemple au hasard, mais aussi du Superman. Voilà, donc c'était vendu à l'époque 25 €. Je vérifierai tout à l'heure sur le net si c'est toujours à ce prix-là, ou si, comme le précédent bouquin, les prix ont chuté. Donc, on a vu ce que donnait la couverture. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, c'est le même format que les précédents bouquins, par contre. Et on a là, ça j'adore, c'est la reproduction des couvertures des premiers numéros de Strange, avec des illustrations absolument magnifiques. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, la majorité du temps, les couvertures de comics étaient reprises par, on va dire, des artistes locaux. Certains ont fait carrière quand même, étaient quand même franchement doués, et ça vendait du rêve rien qu'avec la couverture.
Le fait qu'il précise tout en couleur en plus montre clairement qu'à une époque effectivement les publications couleur ça pouvait coûter cher et surtout la plupart du temps c'était en noir et blanc. Et en parlant de noir et blanc, vous avez là donc justement des dessins qui étaient donc la deuxième de couve très souvent des publications de Lug. Voilà, avec cette pose de Iron Man que je connais par cœur. Et là, voilà. Alors, cette couverture-là, par contre, il me semble que c'était pas dans Strange, mais bon, je sais plus. On va voir ce que ça donne. Petite dédicace de Sébastien. Le camion des Marvel Comics qui était chez Corgi, si je me rappelle bien. Ici, donc oui, voilà, Fantasque. Il me semblait bien que Fantasque avait quand même des couvertures comme ça assez particulières. Mais là, donc, vous avez... j'allais dire le menu de ce bouquin. Invasion des super-héros, carrière étrange du magazine Strange, Lug, saga édition, Artima Color. Qu'est-ce que j'aimais pas ce truc là, c'était vraiment pas terrible en termes de reproduction couleur. Il y avait des points de partout, les textes étaient faits à la machine à écrire, c'était affreux. Du super-héros sur nos écrans, donc effectivement ce qui passait à la fois au cinéma et à la télé, surtout à la télé apparemment, sur Homme Objet. Donc là on a toute une section sur les produits dérivés, j'imagine, les super-héros français, parce que rappelons-le, il y a eu effectivement des super-héros français, à commencer donc par Photonic, mais aussi Micro Saltarella et Crab, qui paraissaient dans Mustang. Voilà, et la presse Strange, donc qu'est-ce que ça a pu donner. Donc alors ça c'est magnifique, Alexandre Astier dessiné façon comics Marvel, on dirait presque un Tony Stark, c'est quand même extraordinaire. Et donc une petite mise au point, j'imagine, sur ce bouquin, les super-héros, d'où ça sort. Fiction en 4 couleurs, encore une fois je le répète, ces petites histoires dans des papiers, aux États-Unis en tout cas, de mauvaise qualité, des pulps, des pulp comics, tout en couleur, voilà, ça vendait du rêve parce que c'était en couleur. Et ça a commencé beaucoup plus tôt qu'on ne pourrait le croire, en tout cas chez DC, carrément dans les années 30. Et avec donc des origines très diverses pour différents super-héros. Superman par exemple au départ ne volait pas, mais sautait tellement haut qu'on aurait pu croire qu'il volait. Et puis finalement ils ont décidé de lui donner le pouvoir de pouvoir défier la gravité. Les éditions Lug, donc les débuts avec Pampa, Bronco, Dago, Barou, Nevada, Kiwi j'ai connu, mais Ombrax, Nevada, Tex, jamais connu ce truc là. Et donc là vous avez Blake le Rock par Jean-Yves Mitton. Voilà, Jean-Yves Mitton qui est donc le papa de Photonic par exemple. Et beaucoup de choses venaient aussi de nos amis italiens, avec effectivement ces précisés là. Dylan Dog, Martin Mystère, moi je me rappelle surtout étrangement de Diabolique, impossible d'échapper au regard de Diabolique. Fantasque, l'invasion a commencé, voilà, donc là, Fantasque c'est en 69, donc c'est un an avant ma naissance, je risquais pas d'avoir connu, et ce qu'on notera surtout c'est que ces premières éditions de comics américains avec pas mal de retard quand même par rapport aux États-Unis, c'est marqué en France dès le début par une censure, c'est-à-dire qu'il fallait redessiner des planches ou des détails de planches, refaire bien évidemment les couvertures, et notamment il fallait rajouter des slips là où les censeurs pensaient que les super-héros étaient à poil. Il fallait rajouter un slip par exemple aux surfeurs d'argent, il fallait enlever les dents pointues de certains adversaires, voilà. Donc on était, faut quand même le rappeler, en France, terre de liberté, des droits de l'homme, dans vraiment non seulement une censure, mais une absence totale de liberté d'expression dans ce support qui était donc la BD. Des gens qui se pensaient bien placés voulaient décider pour nous
ce qu'il était bon de voir, voulait décider pour nous si c'était pour les enfants, pour les adultes. Ça partait d'un bon sentiment, mais très sincèrement, la plupart du temps, c'était teinté de décisions politiques et c'était teinté surtout de décisions, comment dirais-je, de décisions morales pour tout simplement influencer le cours des choses par rapport à ce qui pouvait venir de l'étranger. Voilà. Et ça a toujours été comme ça au XXe siècle. Ça a donné de toute façon ce qu'on sait avec pas mal de conflits, mais surtout il faut bien comprendre que dans la majorité des cas, bien évidemment, ce qui n'allait pas, ça venait de l'étranger et ça passait par des supports aussi horribles que les BD qui venaient des États-Unis. Même, tenez-vous bien, Popeye ou des choses comme tout simplement Mickey, des trucs qui venaient de Disney, gênaient énormément, on va dire, des groupes d'intellectuels bourgeois qui voyaient d'un très mauvais œil ces bandes dessinées et tout ce qui venait même ensuite de Belgique, y compris Tintin, était très très mal vu. Donc censure, modification et ça allait vraiment très très mal. Maintenant par contre, naissance de Strange, donc le Strange numéro 1, il date de quand du coup du janvier 1970, c'est-à-dire que 4 mois plus tard je naissais. Mais là on voit un petit peu ce que ça donnait avec ces premiers numéros qui forcément insistaient sur l'action, les combats, etc. Donc la carrière étrange du magazine Strange, hop là, journal des super-héros, découverte des super-héros Marvel quand même pour la France, c'est pas n'importe quoi. Et là, ça saute quand même pas mal dans le temps, parce que ça, il me semble quand même que c'est relativement moderne, avec cette version Spider-Man de 2099. Je sais pas de quand ça date, mais bon. Le surfeur d'argent, personnage qui m'aura bien marqué aussi, des personnages quand même dramatiques, des personnages qui vivent pas correctement quand même non seulement leur super pouvoir, mais non plus leur vie de tous les jours. Donc c'est pas quand même le gentil monsieur qui vient sauver les petits chatons qui sont bloqués dans un arbre, rien à voir avec tout ça. Donc surfeur d'argent, X-Men, Iron Man, Daredevil. Je pense que c'est mon premier numéro de Strange avec Ant-Man et Iron Man, si je me trompe pas. Et fut un temps, donc voilà, ça aussi, ça fait partie des premiers numéros que je trouve assez facilement pour des amis au puce de Montreuil. Les numéros spécial poster, moi j'ai pas connu, mais j'aimais bien les grands numéros qui étaient spéciaux, et puis du coup ça m'a dirigé vers Spécial Strange forcément. Donc là on a quand même Captain Marvel, Iron Fist, les Éternels, ça j'aimais beaucoup moins. Les aventures de Peter Parker, voilà, il y en avait quand même pour tous les goûts, Et puis avec ce qui passait à la télé, forcément ça m'intéressait. Et voilà, le journal de Spider-Man numéro 100, ça évidemment je ne l'avais pas raté. Et on avait droit à un transfert qui permettait de mettre sur un t-shirt ou quoi, ou ce qu'on voulait. Numéro 100. Les années 80, alors là, par contre, vous voyez, ça, c'est vraiment aussi effectivement quelque chose que j'ai connu parce que c'était quand même cher. Voilà, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire acheter à mes parents continuellement. Donc j'attendais avec impatience la période des vacances parce que sur les relais routiers, on avait des compilations ou des invendus qui étaient un peu plus petits parce qu'en fait, ils étaient retravaillés, refaçonnés et parfois mis dans des recueils beaucoup plus gros, mais du coup pour le prix d'un on en avait 4 ou 5. Ça permettait d'avoir des lectures pour tout l'été et franchement que ce soit moi ou mon frère, on adorait ça. Rome le chevalier de l'espace, on ne pouvait pas le savoir en France, mais c'était un comics qui n'existait que pour vendre un jouet. D'ailleurs le jouet je l'ai trouvé tout à fait par hasard en vide-grenier il y a des années, mais j'aimais beaucoup cette histoire là et je regrette de ne pas avoir vu de fin, supposer qu'il y en ait une. La division Alpha, donc les super-héros canadiens
qui sont apparus un peu d'un coup. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, super-héros américains, c'était bien gentil, mais forcément, il n'y avait pas de raison que les mutants ou des personnages avec des super-pouvoirs se limitent aux États-Unis. Iron Man et Daredevil s'en vont. Alors là, c'était effectivement assez particulier puisque c'était des personnages qui sombraient dans la dépression, sombraient dans l'alcoolisme pour Tony Stark, sombraient dans la vraie dépression pour Daredevil à cause de la mort de sa copine là, je sais plus comment elle s'appelle. Mais bon, voilà, les Vengeurs et les Défenseurs arrivent. Alors les groupes de super-héros, moi je trouvais ça un peu chiant. Mais bon, 200 numéros, guerre secrète, les personnages des guerres secrètes, moi j'aimais beaucoup. J'étais déjà un peu vieux pour jouer avec ce genre de truc, mais c'était assez sympa d'avoir enfin des figurines relativement proches des super-héros que je connaissais, à part bien évidemment le Docteur Doom, donc Fatalis, qui avait la bonne tête mais pas le bon corps, mais bon. 300 numéros, allez, sautons un peu les époques, les dernières années. Ça, j'ai pas connu du tout. J'avais laissé tomber les comics depuis longtemps. Mais il y a quand même aussi le concept des crossovers dans les comics. Superman contre Spider-Man, Batman contre Hulk, Superman et Spider-Man, X-Men et les Jeunes Titans, donc mélange des univers. Là, on a aussi les Transformers avec Spider-Man. Ça, je savais même pas que ça avait existé. Je savais qu'il y avait eu des Transformers et G.I. Joe, mais bon, voilà. Lug, Saga Édition, Artima, donc tout ce qui a traîné autour, quoi. Et ça, je connaissais beaucoup moins, parce qu'encore une fois, comme c'était tout en couleur, c'était pas spécialement donné. Donc, pour moi, c'était clairement quelque chose qui était réservé à des gens qui avaient de l'argent, hein, et la famille, elle en avait pas. Donc, fallait choisir. Et fut un temps, effectivement, moi, c'était Télé Junior, par exemple. En plus, Télé Junior, à un moment, c'était carrément toutes les semaines. Donc, c'était pas évident pour ma mère de m'acheter tout ça. Il a fallu faire un choix. À un moment, on a eu Pif aussi. Mon frère, en plus, avait non pas Télé Junior, mais Télé Parade. Et maintenant que j'y pense, ça m'a toujours étonné qu'il n'y ait pas eu moyen de s'abonner. Mais c'est vrai qu'il fallait sortir une grosse somme d'argent d'un coup. Ça aurait fait des économies. Mais bon, il valait mieux acheter ça régulièrement. Voilà, Captain America, Gamma, la bombe qui a créé Hulk. Moi, je connaissais surtout la série télé. Donc, les histoires Marvel étaient aussi chez Artima, quoi. Donc, poursuivre, c'était pas évident du tout. Du tout. D'autant qu'on avait un sacré retard sur les États-Unis. Moi, par contre, à un moment, j'arrivais à me trouver les éditions Artima avec les Micronautes. Je suis bien content de les avoir encore. Par contre, ça tenait pas. C'était pas donné, mais en plus c'était mal imprimé. La colle tenait pas. Enfin voilà. Mais les jouets Micronautes, je connaissais, donc du coup, ça m'intéressait vraiment de savoir d'où ça sortait. Et les comics, c'était vachement sympa. Sauf que on n'a pas eu la totalité, bien évidemment. Spécial Amérique, donc là par contre c'est tous ces numéros spécial USA qui étaient sortis, si je me rappelle bien, chez Glénat. Donc là c'était vraiment pour les adultes. D'ailleurs il me semble qu'on a eu des numéros spéciaux Tortue Ninja, des trucs comme ça. Première rencontre avec d'autres Savage dans Air Comprimé, hein. Donc là c'était pas à portée de tout le monde, hein. Et les super-héros en album. Donc il y avait des numéros spéciaux aussi qui étaient quand même assez sympas. Et là, ça carrément dans les années fin des années 80, début des années 90, avec un retour de Batman beaucoup plus réaliste. Donc le Dark Knight, mais aussi Watchmen. Et la vague manga qui arrive donc en 1990 avec Akira. Et contrairement à ce que vous aurez certainement entendu dire ces derniers temps, avec notamment la sacralisation de Akira Toriyama, donc sacré chevalier art et lettres par la France au Japon. Non, Akira et les mangas de Glénat n'ont pas été découverts et achetés directement au Japon dès le départ. C'est faux. Akira a été tout simplement acheté
est passé par la case Amérique, et c'est pour ça d'ailleurs que les formats étaient beaucoup plus grands que les mangas originaux, et qu'en plus ils étaient en couleur, hein, bien évidemment. En plus ils sont passés aussi par Viz pour négocier des droits que les Américains avaient déjà, et c'est en 93 qu'ils ont négocié directement avec les Japonais, notamment pour un titre qui marchait très bien en France et qui n'était pas connu aux États-Unis, qui était Dragon Ball. Au passage, d'ailleurs, Jacques Glénat ne croyait absolument pas au fait que ça puisse avoir du succès. Je dis ça, je dis rien. Super-héros du soleil levant, et donc du coup, bah là, on avait Xenon et My the Psychic Girl, que moi je connaissais déjà en anglais, qui est sorti aussi en français. Je sais plus chez qui c'était, mais je pense pas que ce soit allé jusqu'au bout. Voilà, alors donc ça, Télé Junior, ça c'est toute mon enfance. Je lisais ça religieusement. Il y avait des fiches, si vous voulez savoir pourquoi il y avait des fiches dans Animeland, ça venait de là, hein. Même si Olivier avait fait des fiches qui pour lui s'inspiraient du Dorothée Magazine, je suis désolé, pour moi la naissance de ces fiches vient de ce qu'il y avait dans Télé Junior. Donc pas mal de choses, du super-héros sur nos écrans, donc voilà, les premiers Superman des frères Fletcher dans les années 40, avec d'ailleurs des épisodes qui ont influencé même un certain Miyazaki. Les débuts de Batman qui n'est pas des années 60, mais carrément aussi des années 30, 40, et c'était vraiment très très moche. C'est quand même incroyable de le dire, mais c'était beaucoup plus moche que la série des années 60, avant les années 60. Des hommes invisibles, un homme qui venait de l'Atlantide, là aussi avec Télé Junior, l'homme qui valait 3 milliards, Super Jamie, voilà, c'était pas spécialement comics, mais ça a marqué toute une génération. L'Araignée, donc une série des années 60 qui n'est arrivée que dans les années 70 en France, et je vois que c'est carrément 1977, donc 26 février 77, j'avais 6 ans. Les 4 Fantastiques, c'est arrivé en 1980, en octobre 1980, donc j'avais 10 ans, et déjà je trouvais ça naze, mais le dessin animé est vieux, voilà, c'est une série des années 60 aussi, et bon, ça je pouvais pas le savoir à l'époque. Mais par contre, dans les années 70-80, moi, ce qui m'avait marqué, c'était des trucs des séries d'Hanna-Barbera, avec Mythor, avec le Fantôme de l'espace, avec Samson et Goliath. Et il y a d'autres super-héros plus vieux et beaucoup plus classiques par rapport aux États-Unis qui étaient passés aussi à la télé. Mais bon, Flash Gordon, moi je connaissais pas, et je m'y intéressais absolument pas. Le Fantôme du Bengale, je crois, je risquais pas de m'y intéresser. Mandrake, c'est pas de ma génération du tout. Par contre, ça on en avait parlé la dernière fois. Ça c'est Tarzan, ça c'était Shina, la reine de la jungle, un truc comme ça. Zorro, bon par contre c'était plutôt la série live en noir et blanc. Et là c'est Harrock le barbare, ça c'était génial. Voilà, mais Wonder Woman à la télé, ça a surtout marqué mon frère, mais je suivais aussi bien volontiers L'incroyable Hulk, ça c'était vraiment ma série de prédilection, avec mine de rien aussi des crossovers avec Daredevil et Thor, qui étaient ridicules, mais ils l'ont fait. Batman, moi c'est avant de découvrir la série, c'est surtout les jouets que j'ai découverts par les jouets de Corgi. Voilà, donc c'est arrivé quand même très tardivement en France, avec une vingtaine d'années de retard. Et du coup, en plus comme c'est passé sur Canal+, tous ces trucs qui étaient des grands classiques aux États-Unis, avec notamment Justice League et tout ça, ça a été quand même franchement maltraité par Canal+, hein, franchement, avec la grande supercherie. Et sinon, dans les années 80, on a eu des tas de séries quand même assez sympas. Moi, je me rappelle bien, avec les débuts de TV6, c'était pas encore M6. Il y avait donc Misfit of Science. D'ailleurs, pour la petite histoire, le grand Black que vous voyez là, et qui a donc un super pouvoir assez étrange, qui est de se réduire. C'est un grand monsieur qui a joué littéralement le Predator dans le film Predator. Manimal, avec donc des transformations qu'on doit à Stan Winston, sauf que bon, ils ont fait quand même un truc assez naze, c'est que quand il se transforme en aigle, ce sont ses mains qui se transforment en cerfs, alors que les cerfs d'aigle, normalement, ça devrait être ses pieds. Et
et je me suis toujours demandé du coup d'où sortait la tête de l'aigle de Manimal, hein, voilà. Ça je me sais plus ce que c'était, un truc ridicule avec une voiture soi-disant électronique. J'adorais par contre, ça c'est carrément dans les années 90, le premier Flash, avec même l'apparition de Mark Hamill comme méchant, et ce qui est génial, c'est qu'ils ont gardé cet acteur-là dans la série actuelle Flash, qui est d'ailleurs assez décevante au final, mais ils ont quand même eu la bonne idée de faire revenir ce Flash-là, d'abord dans le rôle du père du nouveau Flash, mais aussi le Flash de cet univers qu'on a connu, le Flash d'un autre univers. C'est super, voilà, ça je dis oui, voilà, je dis merci, parce que là pour le coup c'est un grand respect qui est montré pour ce genre de série. Donc la Batman, la série animée des années 90, alors là c'est toute une génération qui a été marquée par cette série, je le comprends. Moi par contre, comprenez bien que j'avais déjà plus de 20 ans, donc je venais en plus de fonder Animeland, donc c'est pas du tout mon enfance, du tout. Voilà, par contre j'adore le film animé, donc Mask of the Phantasm. Superman j'aimais un petit peu moins bien, mais bon, j'en ai quand même profité pour prendre tous les jouets qui sortaient. Superboy et surtout Smallville, pas ma génération du tout. Lois et Clark encore moins. Et puis après, bon, les super-héros des années 90, hein, Captain Planet, machin, tout ça, cette horrible série d'Iron Man qui était vraiment très très moche. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment la série des années 90 et 2000 de Spider-Man. Moi, je m'y fais pas. X-Men, je trouve ça moche au possible. Par contre, dans les années 70 et 80, nous, on avait nos super-héros comme ça de Hanna-Barbera, Captain Caverne, Super Bécane, voilà, c'est... Bon, par contre, ça, vous me ferez jamais dire que Condorman, c'était bien, c'est un film de Disney, c'était vraiment super nul. Voilà, donc par contre, fin des années 70, avec le succès de Star Wars, il y a certaines licences qui ont été relancées, dont Spider-Man, et donc si je me rappelle bien, c'est en 79, oui c'est ça, 79 que le premier film de Superman sort, et ce qui est juste génial, et tout le monde s'accorde à le dire, c'est que alors qu'il est habillé dans une tenue quand même hyper moulante, avec un slip et une cape et tout ça, Christopher Reeve quand même a réussi à camper un super Superman, et il l'a rendu crédible. Ça, c'est quand même très très important qu'un acteur pareil ait justement réussi à rendre crédible un super-héros aussi iconique que Superman. Il n'était pas ridicule du tout, on y croyait à fond. On y croyait autant que lui. Et ça, c'était juste formidable. C'est juste dommage qu'ils aient foutu en l'air cette licence en faisant des films de plus en plus ridicules. Surtout à partir du 3e. Le 4e était vraiment le sonnait le glas quand même de Superman, mais je pense que le film de Supergirl, pas Supergirl, a quand même grandement contribué. Il y a eu mine de rien aussi un film de Captain America, j'avais eu l'image encore une fois dans Télé Junior, heureusement je ne suis jamais allé le voir et tant mieux. L'incroyable Hulk, moi j'avais vu ça au cinéma avec ma mère, mais également Spider-Man, et ça m'avait franchement refroidi. Bon, après il y a d'autres adaptations des comics qu'on connaît un petit peu moins en France, que ce soit Howard the Duck, Punisher, Doc Savage, Flash Gordon, pour moi ça c'est mon époque, hein, en 79, mais voilà. Et les films Batman, les deux premiers de Tim Burton, j'adore le second. 3e, 4e, je veux même pas en parler. Mais Dick Tracy, c'était vraiment nul à chier. Darkman, par contre, c'était vachement sympa. En plus, c'est quand même pas un film de n'importe qui, hein. Vous lui devez quand même les premiers films de Spider-Man corrects, hein. C'est de Sam Raimi. Mine de rien, on a eu aussi The Rocketeer. Par contre, très très mauvaise adaptation de Stallone de Judge Dredd. Là, un truc complètement ridicule, donc avec le fantôme du Bengale. Par contre, film absolument énorme de The Crow. Et là, on a quand même une image d'un film que j'aime beaucoup, qui est pas n'importe quoi quand même. Si vous connaissez pas, je vous le recommande. C'est The Shadow. Et vraiment, c'est proche de l'ambiance de Batman, mais avec un titre qui n'a rien à voir ni avec DC ni avec Marvel. Il me semble que c'était chez Dark Horse. À un moment, Dark Horse avait quand même le vent en poupe, notamment avec The Mask. Et sinon, donc, dans les vidéoclubs, on avait des tas de trucs qu'on n'avait pas eu à la télé, que ce soit du Shazam, du Batman, tous ces trucs-là, même Storer, là. On pouvait découvrir quand même pas mal de choses en vidéo, mais aussi en jeux vidéo. Voilà.
Voilà, et sinon donc les fameux objets, les fameux produits dérivés. Donc là pour Spider-Man on en avait une tripotée. Sincèrement pour moi en fait encore une fois, ce qui est assez marrant c'est que beaucoup de séries, beaucoup de BD, je les ai connus par les produits dérivés d'abord. Voilà, et j'ai une bonne partie de ce que vous voyez là, hein, que ce soit celui-ci, que ce soit celui-là qui a une pile dans le dos, la version Mego petite et grande. J'ai même ce machin. Voilà. Mais donc du Batman on en avait eu, il y avait eu des personnages qui étaient avec des aimants super-héros magnétiques. Moi j'ai le Superman et en fait il faut savoir qu'en fait c'est tiré de jouets de Takara qui en plus de ça pouvait être compatible avec les jouets de Micronaut, c'est pour ça que ça m'intéressait. Donc Superman, Batman, donc les jouets Mego encore une fois, Hulk, les 4 Fantastiques. Ça c'était une pub qu'il y avait dans Télé Junior, complètement ridicule, avec Goldorak qui se retrouve avec la torche humaine et qui vient fêter l'anniversaire de Candy je crois, un truc comme ça. Bon, là vous voyez donc ça c'est la figurine de Rome, le chevalier de l'espace. Là vous avez Mythor, ça c'était une figurine de Big Jim qui avait la tête qui était remplacée par un gros projecteur qui était supposé être un laser. Les guerres secrètes, alors ce truc là est ridicule, je sais pas d'où ça sort, mais par contre ça oui je le connais. Voilà, j'étais un peu vieux déjà pour pouvoir les prendre, mais je m'y intéressais fortement. Et les jouets Batman, bah ça personne n'y a échappé, hein. De toute façon c'était le marketing de base qui faisait qu'il se faisait plus d'argent avec les produits dérivés qu'avec les films eux-mêmes, hein. Même pour X-Men j'ai acheté des figurines alors que je trouvais la série nulle. Moi ce que j'espérais en fait c'était avoir les sentinelles en jouet, mais vous voyez que c'était complètement moche. C'était affreux, mais bon. Donc là aussi les jouets des figurines Marvel ont évolué, ont su évoluer, et ça a su encore plus évoluer après avec l'arrivée d'autres personnes comme Todd McFarlane qui ont sorti leurs propres figurines. Les super-héros français donc avec Photonic de Jean-Yves Mitton. Voilà, Chantreau et Mitton dans l'ombre de Kirby qui redessinait donc des planches et tout. Même Mobius avait dessiné du Silver Surfer effectivement. Donc voilà, Mustang, Speedy, Titan, Epsilon et Chronos, qui est donc la suite en fait des histoires de Saltarella, de Micros. Et ensuite on a Semic qui a tout repris, l'après Strange. Donc les X-Men. Ah oui, ça j'ai tous ces numéros-là, je les ai tous. Voilà, avec mon frère, on adorait ces histoires-là. Dieu créé, l'homme détruit, c'est quand même quelque chose d'assez important. Comme c'est vraiment un titre important dans les comics, en tout cas pour moi. Les jeunes mutants, nouveaux mutants, je crois. Ah oui, il y avait aussi Machine Man. J'aimais pas trop au début, mais finalement c'était assez sympa. Voilà, Nova. Alors il faut savoir qu'en fait mon premier super-héros de comics ça a été Nova. Voilà, avec le numéro 1. C'était mon grand cousin qui me l'a laissé lire ou me l'a filé, je ne sais plus. Et donc voilà, Machine Man là c'était pas mal avec je crois une couverture de Sienkiewicz. Donc voilà, apparemment il n'y a rien sur Strange et compagnie qui n'avait plus rien à voir avec Marvel. Si, voilà, Strange, nouvelle formule avec donc du DC Comics. Voilà. Et on a fini. Voilà. Et il y a même un petit papier avec un erratum concernant cette publication. Il y a des petites erreurs qui ont été corrigées. Voilà, encore une fois, plus de 30 minutes pour présenter un bouquin. Mais au moins, je l'ai fait de manière totalement exhaustive. Vous avez tout vu de ce livre.
Comme vous l'avez vu, c'est quand même un document important qui retrace cette aventure assez incroyable sur 26 ans de publication chez Lug essentiellement, mais pas que. Donc pour ceux qui, comme moi, ont connu les comics dans les années 70-80, c'est une lecture absolument indispensable. Et je ne peux que vous recommander ce bouquin. Voilà, et écoutez, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, à partager avec moi votre ressenti, mais aussi votre expérience autour de tout ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais, je crois, 2115, c'est quand même pas rien. Donc bienvenue à vous tous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la présentation d'un livre. Alors si ça vous intéresse, j'avais fait une petite sélection et je me disais, quoi que j'en avais peut-être déjà parlé, que les prochains livres qui sont dans la même logique que ceux de Sébastien pourraient être, par exemple, Les Mystérieuses Cités d'Or et Nos Années Casimir. À vous de me dire. Voilà, donc en tout cas, à très bientôt.